Et si tout ce que nous pensions savoir sur nos ancêtres était faux? Et si les musées du monde entier cachaient délibérément des preuves qui réécriraient l'histoire de l'humanité? Et si les géants mentionnés dans la Bible, dans les textes sumériens, dans les légendes grecques et dans les traditions orales de chaque continent n'étaient pas des métaphores, mais des êtres qui ont réellement foulé cette terre il y a des milliers d'années? Réfléchissez un instant. Presque toutes les civilisations anciennes, sans exception, parlent d'une époque où des êtres de taille colossale dominaient le monde. Les Hébreux les appelaient Néphilim. Les Grecs parlaient des Titans. Les Sumériens évoquaient les Anunnaki. Les Amérindiens racontent des histoires de géants roux qui vivaient dans des grottes. Les Irlandais chantent encore les exploits des Faux-Moires. Les Japonais vénéraient les Oni. Et nous avons décidé que tout cela n'était que folklore, imagination, superstition primitive. Mais voilà le problème. Des ossements ont été découverts. Des squelettes mesurant plus de 2,50 m, parfois 3 mètres, parfois même plus. Des crânes aux proportions impossibles. Des fémurs dont la longueur défie toute explication conventionnelle. Et ces découvertes, documentées dans des journaux scientifiques du 19e siècle et du début du 20e siècle, ont mystérieusement disparu des archives officielles. Les os se sont évaporés. Les rapports ont été classés sans suite. Les chercheurs qui posaient comme trop de questions ont vu leur carrière brisée. On nous a enseigné que l'homme moderne, l'Homo sapiens, représente le sommet de l'évolution humaine. On nous a dit que nos ancêtres étaient plus petits, plus fragiles, moins développés que nous. On nous a répété que les récits de géants n'étaient que des exagérations poétiques destinées à impressionner les foules illettrées. Mais une série de découvertes archéologiques troublantes, retrouvées dans des archives poussiéreuses et des correspondances oubliées, suggère quelque chose d'impossible. Quelque chose que la communauté scientifique refuse catégoriquement d'examiner. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les archives interdites de l'archéologie. Nous allons examiner des photographies authentifiées qui ont été retirées de la circulation. Nous allons lire des rapports officiels du Smithsonian Institution qui mentionnent explicitement des squelettes géants. Nous allons comprendre pourquoi ces preuves ont été systématiquement supprimées et nous allons poser la question que personne n'ose formuler. Si les géants n'ont jamais existé, pourquoi tant d'efforts pour effacer leur mémoire? Hola et bienvenue sur ce canal, où nous explorons les recoins les plus obscurs de notre passé, où nous remettons en question les certitudes établies et où nous cherchons la vérité cachée derrière les versions officielles de l'histoire. Ce soir, nous allons voyager ensemble à travers le temps, à travers les continents et à travers les couches de mensonges accumulées pendant des siècles. Installez-vous confortablement. Laissez le monde extérieur s'estomper. Ouvrez votre esprit à des possibilités que vous n'avez peut-être jamais envisagées. Ce que nous allons découvrir ensemble pourrait changer fondamentalement votre perception de qui nous sommes, d'où nous venons et de ce qui a vraiment habité cette planète avant nous. Si vous aimez questionner la réalité, si vous refusez d'accepter les vérités préfabriquées, alors abonnez-vous à ce canal et activez la cloche de notification. Parce que ce voyage ne fait que commencer. Commençons par établir ce que nous savons officiellement. Selon la science conventionnelle, l'être humain moderne a atteint sa taille actuelle il y a environ 100 000 ans. Les variations de taille entre les populations s'expliquent par des facteurs génétiques et environnementaux. Les plus grands êtres humains jamais documentés dans l'histoire moderne mesuraient un peu plus de 2,70 m. Et ces cas étaient invariablement liés à des troubles de la glande pituitaire, à des anomalies hormonales, à des conditions médicales spécifiques. Voilà le récit officiel. Simple, cohérent, rassurant. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de géant. Il n'y a que nous, les humains ordinaires, qui avons toujours été à peu près les mêmes depuis des millénaires. Mais voici où la fissure apparaît dans ce récit si parfait. En 1883, le journal Scientific American, l'une des publications scientifiques les plus respectées au monde, rapportait la découverte d'un squelette humain mesurant plus de 3 mètres de hauteur dans une tombe près de Serres, en Pennsylvanie. Le rapport était signé par des médecins et des archéologues qualifiés. Les ossements furent envoyés à un musée pour analyse. Et puis, plus rien. Le squelette disparut.
Les archives furent scellées. Les chercheurs impliqués ne publièrent plus jamais sur ce sujet. Ce n'était pas un cas isolé. Entre 1850 et 1920, des dizaines de découvertes similaires furent rapportées dans des journaux américains, britanniques, français et allemands. Des squelettes de taille anormale découverts dans des tumulus indiens, dans des grottes européennes, dans des sites mégalithiques du monde entier. Chaque fois, le même schéma se répétait. Découverte initiale bien documentée, transfert des ossements vers une institution prestigieuse, disparition complète des preuves, silence absolu des autorités académiques. Le Smithsonian Institution, le plus grand complexe muséal et de recherche au monde, fut impliqué dans un nombre troublant de ces disparitions. Des lettres internes, retrouvées par des chercheurs indépendants dans les années 2000, révèlent que l'institution avait une politique délibérée concernant les découvertes qui ne correspondaient pas au paradigme évolutionniste accepté. Ces découvertes devaient être, selon leurs propres termes, placées en réserve indéfinie. En réserve indéfinie. Un euphémisme bureaucratique pour dire enterré à jamais. Mais pourquoi ? Pourquoi une institution scientifique voudrait-elle cacher des preuves archéologiques, quelles qu'elles soient ? La science n'est-elle pas censée rechercher la vérité, quelle qu'elle soit ? N'est-ce pas le fondement même de la méthode scientifique ? Pour comprendre ce mystère, nous devons remonter à une époque où la science moderne prenait forme, où les paradigmes que nous acceptons aujourd'hui comme des vérités absolues étaient encore en construction. Une époque où certaines découvertes étaient considérées comme dangereuses, non pas pour la santé publique, mais pour la stabilité des théories naissantes. Au milieu du XIXe siècle, Charles Darwin publiait L'origine des espèces. Cette théorie révolutionnaire proposait que toutes les formes de vie sur Terre, y compris l'homme, avaient évolué progressivement à partir de formes plus simples. L'évolution par sélection naturelle devint rapidement le nouveau dogme scientifique, remplaçant les explications religieuses qui avaient dominé pendant des siècles. Mais il y avait un problème énorme que les premiers évolutionnistes choisirent d'ignorer plutôt que d'affronter. Les découvertes archéologiques ne correspondaient pas au modèle. Des artefacts sophistiqués apparaissaient dans des couches géologiques bien trop anciennes. Des squelettes humains avec des caractéristiques inexplicables surgissaient un peu partout. Et surtout, des ossements de taille gigantesque émergeaient régulièrement des fouilles, défiant toute explication darwinienne. Pour les gardiens du nouveau paradigme scientifique, ces découvertes représentaient une menace existentielle. Si le public apprenait que des êtres humains de 3 mètres de haut avaient existé, cela soulèverait des questions inconfortables. D'où venaient ces géants ? Pourquoi ont-ils disparu ? Et surtout, comment leur existence s'inscrit-elle dans le récit évolutionniste progressif que nous venons d'établir ? La solution fut simple, brutale et efficace. Faire disparaître les preuves, discréditer les témoins, réécrire l'histoire. Mais les preuves n'ont pas toutes disparu. Certaines ont survécu dans des archives provinciales, dans des collections privées, dans des musées locaux qui échappaient au contrôle des grandes institutions. Et c'est là que notre enquête commence véritablement. Prenons le cas de Lovelock Cave, dans le Nevada. En 1911, des mineurs exploitant des dépôts de guano de chauves-souris dans cette grotte découvrirent quelque chose d'extraordinaire. Sous des mètres de déjection accumulés pendant des millénaires, ils trouvèrent des artefacts amérindiens, des outils, des paniers tressés. Mais ils trouvèrent aussi des ossements humains. Des ossements qui ne ressemblaient à rien de connu. Les squelettes mesuraient entre 2,40 m et 3 mètres de hauteur. Leurs crânes présentaient des caractéristiques inhabituelles, notamment une boîte crânienne allongée et des mâchoires proéminentes. Et détail troublant, les cheveux momifiés retrouvés sur certains de ces restes étaient d'un roux flamboyant, une couleur totalement inconnue chez les populations amérindiennes de la région. Les Paiutes, la tribu amérindienne locale, n'étaient pas surpris par cette découverte. Leurs légendes parlaient depuis toujours des Sitékas, une race de géants cannibales à la peau claire et aux cheveux rouges, qui avaient terrorisé leurs ancêtres il y a des temps immémoriaux. Selon la tradition orale Paiute, une grande guerre avait opposé leurs ancêtres à ces géants. Une guerre qui s'était terminée lorsque les géants survivants s'étaient réfugiés dans une grotte. Les Paiutes avaient alors bloqué l'entrée
et mit le feu à la végétation, enfumant les géants jusqu'à leur mort. Cette grotte était Lovelock Cave. Les archéologues officiels balayèrent cette histoire d'un revers de main. Les ossements géants furent attribués à une variabilité normale de la taille humaine. Les cheveux roux furent expliqués par une décoloration chimique post-mortem. Les légendes Paiutes furent cataloguées comme des mythes sans fondement factuel. Mais il y avait des incohérences dans cette explication officielle. Des incohérences que personne ne voulait examiner de trop près. Premièrement, la variabilité normale de la taille humaine ne produit pas régulièrement des individus de près de 3 mètres. Même les cas les plus extrêmes de gigantisme médical dépassent rarement 2,70 m, et ces individus présentent des déformations squelettiques caractéristiques. Les ossements de Lovelock ne présentaient aucune de ces déformations. Ces êtres n'étaient pas malades. Ils étaient simplement grands, naturellement grands. Deuxièmement, la décoloration chimique post-mortem ne transforme pas des cheveux noirs en cheveux roux. Elle les blanchit, les jaunit, les dégrade. Mais elle ne leur donne pas cette teinte cuivrée distinctive qui fut observée sur les restes de Lovelock. Cette couleur était naturelle, ce qui suggère une origine génétique totalement différente des populations amérindiennes connues. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus troublant, les légendes Paiutes étaient remarquablement précises. Elles décrivaient l'emplacement exact de la grotte, les caractéristiques physiques des géants et la méthode utilisée pour les éliminer. Comment une légende inventée pourrait-elle prédire avec une telle exactitude ce que les archéologues allaient découvrir des siècles plus tard? La réponse est simple. Ce n'était pas une légende, c'était de l'histoire. Une histoire transmise oralement de génération en génération, préservée avec une fidélité remarquable par un peuple qui n'avait pas d'écriture, mais qui avait une mémoire collective exceptionnelle. Et que sont devenus les ossements de Lovelock Cave? Vous l'avez deviné, la majorité a disparu. Certains furent envoyés au Smithsonian et ne furent jamais revus. D'autres furent supposément détruits lors de manipulations malheureuses. Seuls quelques fragments subsistent dans des musées locaux du Nevada, mais ils sont rarement exposés et encore plus rarement étudiés. Ce schéma se répète à l'infini à travers l'Amérique du Nord. Des découvertes de squelettes géants furent signalées dans l'Ohio, dans le Wisconsin, dans l'Indiana, dans le Minnesota, dans le Tennessee, dans pratiquement chaque État de l'Union. Les tumulus indiens, ces mystérieuses structures de terre qui parsèment le paysage américain, contenaient régulièrement des ossements de taille anormale. Et régulièrement, ces ossements disparaissaient dans les caves du Smithsonian ou d'autres institutions pour n'être jamais revus. Abraham Lincoln lui-même, dans un discours prononcé en 1848, évoquait les ossements de géants découverts dans les tumulus de l'Illinois. Le futur président des États-Unis ne doutait pas de l'existence de ces êtres. Pour lui, comme pour la plupart de ses contemporains, les géants étaient une réalité historique, pas une légende. Mais quelque chose changea dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les institutions scientifiques, sous l'influence du darwinisme triomphant, commencèrent à réécrire l'histoire. Les géants devinrent des mythes, les découvertes archéologiques furent réinterprétées ou ignorées, et une nouvelle orthodoxie s'installa, une orthodoxie qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons dans cette orthodoxie. Nous l'avons intériorisée à tel point que nous ne la questionnons même plus. Quand quelqu'un mentionne les géants, nous sourions avec condescendance. Nous pensons aux contes de fées, à Jack et le haricot magique, à des histoires pour enfants. Nous ne pensons pas aux rapports archéologiques du XIXe siècle. Nous ne pensons pas aux ossements disparus. Nous ne pensons pas aux archives scellées. Mais peut-être devrions-nous y penser. Peut-être devrions-nous nous demander pourquoi tant d'efforts ont été déployés pour effacer cette partie de notre histoire. Peut-être devrions-nous nous demander ce que ces géants représentaient et pourquoi leur existence dérangeait à ce point les gardiens du savoir officiel. Et peut-être, juste peut-être, devrions-nous nous demander si ces géants ont vraiment disparu ou s'ils ont simplement été cachés. Car voyez-vous, les preuves n'ont pas toutes été détruites. Certaines ont survécu. Et c'est ces preuves que nous allons examiner maintenant, une par une, couche par couche, comme des archéologues fouillant les strates du temps pour exhumer une vérité enterrée depuis trop longtemps.
La première catégorie de preuves que nous devons examiner est celle des artefacts physiques, les objets tangibles qui ont survécu aux purges institutionnelles et qui témoignent silencieusement d'une réalité différente de celle qu'on nous enseigne. Commençons par les outils. Dans de nombreux sites archéologiques à travers le monde, des outils de pierre et de métal ont été découverts qui posent un problème fondamental. Ils sont trop grands. Pas légèrement plus grands que la normale, mais considérablement plus grands, conçus pour des mains qui ne ressemblent en rien aux nôtres. En 1950, des archéologues travaillant sur un site en Afrique du Sud découvrirent une série de haches en pierre d'une taille extraordinaire. Ces outils, parfaitement façonnés et équilibrés, mesuraient plus de 60 cm de longueur et pesaient plusieurs kilogrammes. Pour qu'un être humain de taille normale puisse les utiliser efficacement, il aurait fallu une force et une envergure bien au-delà de nos capacités. Ces haches furent conçues pour des géants. L'explication officielle fut, comme toujours, décevante. Ces objets auraient été des outils cérémoniels, des symboles de pouvoir plutôt que des instruments pratiques. Mais cette explication ne résiste pas à l'examen. Les traces d'usure sur les tranchants prouvent que ces haches furent utilisées intensivement. Elles ne reposaient pas sur un autel. Elles abattaient des arbres. Elles façonnaient des matériaux. Elles travaillaient. Des découvertes similaires ont été faites au Maroc, en Syrie, en Inde et en Chine. Partout, les mêmes outils surdimensionnés. Partout, les mêmes explications embarrassées des autorités académiques. Et partout, le même silence pesant quand on demande qui utilisait vraiment ces outils. Mais les outils ne sont que le début. Il y a aussi les structures, les constructions mégalithiques qui parsèment notre planète et qui défient toute explication conventionnelle. Prenez Baalbek, au Liban. Dans les ruines de ce temple antique se trouvent les plus grandes pierres taillées jamais découvertes. La pierre de la femme enceinte pèse plus de 1000 tonnes. Les pierres du Sud, découvertes plus récemment, atteignent 1600 tonnes chacune. Pour mettre ces chiffres en perspective, les plus grandes grues modernes peuvent à peine soulever quelques centaines de tonnes dans des conditions idéales. Comment ces blocs furent-ils extraits, transportés et positionnés avec une précision millimétrique? La science officielle n'a pas de réponse. Elle marmonne vaguement des explications impliquant des rampes, des leviers et des milliers d'esclaves. Mais les ingénieurs qui ont étudié le site sont formels. Avec la technologie que nous attribuons aux anciens, ces pierres n'auraient jamais pu être déplacées. À moins, bien sûr, que les bâtisseurs n'aient été des géants. Des êtres pour qui ces blocs monumentaux auraient été manipulables. Des êtres dont la force dépassait de loin celle des humains ordinaires. Cette hypothèse, aussi folle qu'elle puisse paraître, résout élégamment le mystère de Baalbek. Elle résout aussi les mystères de Stonehenge, de Karnak, des statues de l'île de Pâques, des murs cyclopéens de Sacsayhuaman au Pérou. Partout où nous trouvons des constructions mégalithiques impossibles, nous trouvons aussi des légendes locales parlant de géants bâtisseurs. Les Incas racontaient que Sacsayhuaman avait été construit par une race de géants venus d'au-delà des mers. Les Polynésiens affirmaient que les Moai de l'île de Pâques avaient été érigés par les esprits géants de leurs ancêtres. Les Bretons parlaient de Gargantua, le géant qui aurait déposé les menhirs de Karnak. Les Gallois évoquaient les géants qui bâtirent Stonehenge. Coïncidence, imagination collective, ou mémoire ancestrale d'une vérité que nous avons oubliée. Les sceptiques nous diront que les légendes ne prouvent rien, que les peuples anciens inventèrent des histoires pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas, que les géants de la mythologie ne sont que des métaphores pour des forces naturelles ou des héros divinisés par le temps. Et cette objection serait parfaitement valide si nous n'avions que les légendes comme preuve. Mais nous avons bien plus que des légendes. Nous avons des ossements documentés, mesurés, photographiés et analysés par des scientifiques qualifiés avant qu'ils ne disparaissent dans les caves des musées. Permettez-moi de vous parler du rapport Farnum. En 1876, le docteur Samuel Farnum, médecin respecté et membre de plusieurs sociétés savantes, fut appelé pour examiner une découverte extraordinaire dans une ferme du comté de Bradford, en Pennsylvanie. Des ouvriers creusant une cave avaient mis au jour plusieurs squelettes d'une taille stupéfiante. Le docteur Farnum documenta méticuleusement ses observations. Le squelette principal
mesurait 2,90 m de hauteur. Le crâne présentait des caractéristiques inhabituelles, notamment des arcades sourcilières très proéminentes et une mâchoire massive dotée d'une double rangée de dents. Les os des membres étaient proportionnellement plus épais et plus denses que ceux d'un humain normal, suggérant une musculature extraordinairement développée. Le rapport Farnum fut publié dans plusieurs journaux scientifiques de l'époque. Il incluait des mesures précises, des croquis anatomiques et des témoignages corroborants de plusieurs témoins. C'était un document scientifique impeccable, rédigé selon les standards les plus rigoureux de l'époque. Et puis, il disparut. Non pas physiquement, car quelques exemplaires survécurent dans des bibliothèques privées et des archives universitaires provinciales. Mais il disparut du discours scientifique. Il ne fut jamais cité, jamais discuté, jamais réfuté. Il fut simplement ignoré, comme s'il n'avait jamais existé. Cette technique de suppression par l'ignorance est peut-être la plus insidieuse de toutes. Elle ne nécessite pas de brûler des livres ni de détruire des preuves. Elle consiste simplement à ne jamais mentionner certaines découvertes, à ne jamais les inclure dans les manuels scolaires, à ne jamais les citer dans les revues scientifiques à comité de lecture. Après quelques décennies de ce traitement, les découvertes gênantes tombent dans l'oubli. Les nouvelles générations de scientifiques ne savent même pas qu'elles ont existé, mais certains chercheurs refusent d'oublier. Des historiens indépendants ont passé des années à fouiller les archives, à retrouver les rapports originaux, à reconstituer le puzzle de cette suppression systématique. Et ce qu'ils ont découvert est proprement stupéfiant. Entre 1820 et 1930, plus de 1500 articles de journaux américains mentionnèrent des découvertes de squelettes géants. Ces articles ne provenaient pas de tabloïds sensationnalistes, mais de publications respectables comme le New York Times, le Washington Post, le Chicago Tribune et des dizaines de journaux locaux à travers le pays. Les découvertes étaient rapportées par des médecins, des archéologues, des magistrats locaux et d'autres personnes dont la crédibilité n'était pas mise en doute. 1500 articles, des centaines de découvertes indépendantes, des dizaines de témoins qualifiés. Et nous sommes censés croire que tout cela n'était qu'un vaste canular, une hallucination collective qui aurait duré plus d'un siècle. L'explication alternative est plus simple, mais aussi plus troublante. Ces découvertes étaient réelles. Ces squelettes existaient vraiment. Et quelqu'un, quelque part, a décidé qu'il valait mieux les faire disparaître plutôt que d'affronter les questions qu'ils soulevaient. Mais qui et pourquoi ? Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre le contexte intellectuel du XIXe siècle. C'était une époque de bouleversements idéologiques profonds. Les anciennes certitudes religieuses s'effondraient sous les coups de boutoir de la science moderne. La théorie de l'évolution de Darwin remettait en question la place de l'homme dans la création. Les découvertes géologiques révélaient un âge de la Terre bien plus ancien que ce que la Bible suggérait. Dans ce contexte, les géants représentaient un problème particulièrement épineux. D'un côté, ils semblaient en confirmer les récits bibliques des Néphilim, ces êtres hybrides mentionnés dans le livre de la Genèse. De l'autre, ils ne correspondaient à aucun schéma évolutionniste connu. Ils n'étaient ni des ancêtres primitifs de l'homme moderne, ni une étape prévisible de l'évolution humaine. Les géants étaient une anomalie, un fait qui ne rentrait dans aucune théorie, ni religieuse, ni scientifique. Et face à une telle anomalie, les institutions du savoir choisirent la solution la plus simple, l'effacement. Il est important de comprendre que cette suppression ne fut probablement pas le résultat d'une conspiration centralisée, d'un groupe secret tirant les ficelles depuis l'ombre. Elle fut plutôt le résultat d'un consensus tacite, d'une convergence d'intérêts entre différentes institutions qui avaient toutes leurs raisons de vouloir que les géants restent dans le domaine de la légende. Les institutions scientifiques ne voulaient pas admettre que leur modèle évolutionniste était incomplet. Les institutions religieuses, paradoxalement, ne voulaient pas non plus de cette confirmation des textes bibliques, car elle aurait soulevé des questions encore plus embarrassantes sur la nature exacte des Néphilim et leur relation avec l'humanité. Les gouvernements ne voulaient même pas que les populations amérindiennes puissent revendiquer une histoire antérieure à celle des colonisateurs européens. Les musées ne voulaient pas remettre en question des collections et des interprétations construites sur des décennies.
Chacun avait ses raisons. Et le résultat fut le même. Les preuves disparurent. Les témoins furent discrédités. L'histoire fut réécrite. Mais passons maintenant à la deuxième catégorie de preuves, celle qui est peut-être la plus difficile à réfuter. Les preuves géologiques et scientifiques. Car si les ossements peuvent disparaître et si les témoignages peuvent être ignorés, la Terre elle-même garde des traces de ce qui s'est passé. Et ces traces racontent une histoire fascinante. Commençons par une question simple. Quelle taille maximale un être humain peut-il atteindre ? La réponse conventionnelle est d'environ 2,70 m, au-delà de quoi les problèmes cardiovasculaires et structurels deviennent insurmontables. Mais cette limite s'applique dans les conditions actuelles, les conditions de notre époque, et si ces conditions avaient été différentes dans le passé. Les géologues savent depuis longtemps que la composition de l'atmosphère terrestre a varié considérablement au cours de l'histoire. Des analyses de bulles d'air piégées dans l'ambre ancien révèlent que le taux d'oxygène était parfois beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. Pendant certaines périodes, l'atmosphère contenait jusqu'à 35% d'oxygène, contre environ 21% actuellement. Ce détail peut sembler anodin, mais ses implications sont considérables. Un taux d'oxygène plus élevé permet un métabolisme plus efficace, une meilleure oxygénation des tissus et, potentiellement, une croissance plus importante des organismes vivants. C'est d'ailleurs dans ces périodes de haute teneur en oxygène que nous trouvons les plus grands insectes de l'histoire de la Terre. Des libellules dont l'envergure atteignait 70 cm, des mille-pattes de plus de 2 mètres de longueur. Si l'oxygène permettait à des insectes d'atteindre des tailles gigantesques, pourquoi n'aurait-il pas eu le même effet sur les mammifères, y compris les humains ou leurs cousins proches ? La biologie nous dit que c'est parfaitement possible. Les seules limites seraient d'ordre mécanique liées à la résistance des os et à l'efficacité du système cardiovasculaire. Mais ces limites sont elles-mêmes fonction de l'environnement. Et l'environnement du passé lointain était très différent du nôtre. Outre l'oxygène, d'autres facteurs auraient pu favoriser le gigantisme. La gravité terrestre, par exemple, a-t-elle toujours été exactement ce qu'elle est aujourd'hui ? La question peut sembler absurde, mais certains physiciens théoriciens ont proposé que la constante gravitationnelle pourrait avoir légèrement varié au cours des âges géologiques. Une gravité plus faible aurait permis aux organismes d'atteindre des tailles plus importantes sans subir les contraintes structurelles que nous connaissons. Il y a aussi la question du champ magnétique terrestre. Les géologues savent que ce champ s'est inversé de nombreuses fois dans le passé et que son intensité a considérablement fluctué. Un champ magnétique plus puissant aurait mieux protégé la surface terrestre des radiations cosmiques, créant un environnement plus favorable à la croissance et à la longévité des organismes vivants. Tout cela reste spéculatif, bien sûr. Mais la spéculation fait partie de la démarche scientifique. Les hypothèses doivent être formulées avant de pouvoir être testées. Et l'hypothèse que des conditions environnementales différentes auraient pu permettre l'existence d'êtres humains géants mérite au moins d'être examinée sérieusement. Ce qui nous amène à une découverte récente qui a secoué la communauté scientifique, bien qu'elle ait été rapidement étouffée par les médias mainstream. En 2014, une équipe de chercheurs travaillant sur des échantillons de glace prélevés au Groenland fit une découverte inattendue. Dans des couches de glace datant d'environ 12 000 ans, correspondant à la fin de la dernière période glaciaire, ils trouvèrent des traces d'une anomalie atmosphérique majeure. Pendant une période relativement brève à l'échelle géologique, quelques siècles tout au plus, la composition de l'atmosphère avait été radicalement différente. Le taux d'oxygène était significativement plus élevé et des traces de gaz rares suggéraient un événement cataclysmique d'origine encore indéterminée. Cette découverte fut publiée dans une revue scientifique obscure, puis disparut rapidement des radars médiatiques. Aucun suivi, aucune étude complémentaire, aucun financement pour approfondir les recherches, le silence, encore et toujours. Mais si cette découverte est exacte, elle suggère quelque chose de fascinant. Il y a environ 12 000 ans, les conditions sur Terre auraient pu être favorables à l'existence d'êtres vivants, de taille beaucoup plus importante que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a environ 12 000 ans, selon les traditions mythologiques du monde entier, c'est précisément l'époque où les géants auraient disparu. Coïncidence ? Peut-être. Mais les coïncidences qui s'accumulent finissent par former un motif.
et le motif qui se dessine ici est troublant. Parlons maintenant de la géologie proprement dite, de ce que la Terre elle-même nous révèle. Dans de nombreuses régions du monde, les géologues ont découvert des empreintes fossilisées qui posent un problème. Des empreintes de pas humanoïdes, mais de taille considérablement supérieure à la normale. L'exemple le plus célèbre est sans doute celui des empreintes de Paluxy River, au Texas. Dans le lit de cette rivière, des empreintes fossilisées ont été découvertes dans des couches de calcaire datant du Crétacé. Certaines de ces empreintes mesurent plus de 50 cm de longueur et présentent clairement 5 orteils, une voûte plantaire et un talon. Elles ressemblent à des empreintes humaines, mais à une échelle gigantesque. La controverse autour de ces empreintes fait rage depuis des décennies. Les créationnistes les ont présentées comme la preuve que les humains coexistaient avec les dinosaures. Les évolutionnistes les ont rejetées comme des contrefaçons ou des empreintes de dinosaures érodées. Aucun des deux camps n'a voulu examiner une troisième possibilité. Celle d'une race d'êtres humanoïdes géants, distincte de l'Homo sapiens moderne, qui aurait existé à une époque reculée et dont nous n'avons conservé aucune trace dans nos taxonomies officielles. Cette troisième possibilité est pourtant celle qui correspond le mieux aux données disponibles. Les empreintes de Paluxy présentent des caractéristiques anatomiques clairement humanoïdes, trop précises pour être le résultat d'une érosion aléatoire. Elles ne ressemblent à aucune empreinte de dinosaure connue. Et leur taille suggère un être d'au moins 3 mètres de hauteur, marchant debout sur 2 jambes, avec une démarche semblable à la nôtre. Qui étaient ces êtres? D'où venaient-ils? Et où sont-ils allés? Ces questions restent sans réponse officielle, parce que personne dans la communauté scientifique n'ose les poser. Les poser reviendrait à admettre que notre compréhension de l'histoire humaine est fondamentalement incomplète. Et cette admission est, apparemment, inacceptable. Mais les empreintes de Paluxy ne sont pas un cas isolé. Des empreintes similaires ont été découvertes en Afrique du Sud, en Chine, en Bolivie et dans plusieurs autres régions du monde. Chaque fois, les mêmes caractéristiques. Des empreintes humanoïdes de Pterodaure, taille gigantesque, fossilisées dans des roches anciennes, défiant toute explication conventionnelle. Et chaque fois, le même traitement. Silence, déni, oubli. Il y a aussi les traces d'érosion sur certains monuments anciens. Des traces qui suggèrent une antiquité bien plus grande que ce qui est officiellement admis. L'exemple le plus célèbre est celui du Sphinx de Gizeh, en Égypte. Le géologue Robert Schoch, de l'Université de Boston, a démontré que les traces d'érosion sur le corps du Sphinx sont caractéristiques d'une exposition prolongée à de fortes pluies, un type d'érosion impossible dans le climat désertique qui prévaut en Égypte depuis au moins 5000 ans. Selon Schoch, le Sphinx serait bien plus ancien que les 4500 ans que lui attribuent les égyptologues officiels. Il pourrait dater de 10 000 ans ou plus, d'une époque où le climat égyptien était beaucoup plus humide et où la région était couverte de savanes verdoyantes. Cette datation a été violemment contestée par l'establishment égyptologique, mais elle correspond parfaitement aux traditions égyptiennes elles-mêmes, qui parlent en un premier temps, le Zep-Tepi, où des êtres divins de grande stature auraient régné sur la vallée du Nil et construit les monuments originaux. Selon ces traditions, les pharaons humains n'auraient fait que restaurer et réutiliser des structures beaucoup plus anciennes, construites par des êtres qu'ils appelaient les Shemsu-Hor, les suivants d'Horus. Ces Shemsu-Hor étaient décrits comme des êtres de grande taille, d'une sagesse immense et d'une longévité extraordinaire. Ils auraient régné pendant des millénaires avant de disparaître mystérieusement, laissant leurs monuments et leur savoir à des successeurs humains. Encore une fois, nous retrouvons le même motif. Des êtres géants, une civilisation avancée, une disparition mystérieuse et des monuments impossibles comme seul témoignage de leur passage. La science officielle refuse de prendre ces traditions au sérieux. Elle les catalogue comme des mythes, des légendes, des exagérations poétiques. Mais la science officielle ne peut pas expliquer comment des peuples prétendument primitifs ont pu construire des structures que nous serions incapables de reproduire aujourd'hui. Elle ne peut pas expliquer les anomalies géologiques qui suggèrent une antiquité bien plus grande que ce qui est officiellement admis. Elle ne peut pas expliquer les ossements géants qui ont été découverts, puis ont disparu. Elle ne peut pas expliquer, alors elle ignore.
Elle ne peut pas réfuter, alors elle ridiculise. Elle ne peut pas intégrer, alors elle supprime. Et nous, les spectateurs passifs de ce grand théâtre scientifique, nous acceptons ces non-réponses parce qu'elles viennent d'autorités en blouse blanche, parce qu'elles sont prononcées avec l'assurance de ceux qui savent, parce que nous avons appris à faire confiance aux institutions du savoir. Mais les institutions peuvent se tromper. Pire, elles peuvent mentir. Et l'histoire des sciences est jonchée d'exemples de vérités qui furent supprimées pendant des décennies avant d'être finalement reconnues. La dérive des continents fut ridiculisée pendant 50 ans avant d'être acceptée. L'existence des météorites fut niée par l'Académie des sciences françaises pendant des siècles. L'idée que les médecins devaient se laver les mains avant les opérations fut violemment combattue par l'establishment médical du XIXe siècle. Les géants sont peut-être la prochaine vérité supprimée qui attend d'être redécouverte. Et peut-être que cette redécouverte a déjà commencé, dans les marges du savoir officiel, dans les archives poussiéreuses des bibliothèques provinciales, dans les caves des musées où reposent les preuves oubliées. Car voyez-vous, tout n'a pas été détruit, tout n'a pas été supprimé. Des traces subsistent pour qui sait où chercher. Et c'est vers ces traces que nous allons maintenant nous tourner, vers les témoignages humains et mythologiques qui forment la troisième et dernière catégorie de preuves. Les mythes ne mentent pas. Ils déforment parfois, ils exagèrent souvent. Mais au cœur de chaque mythe se trouve un noyau de vérité, une mémoire ancestrale d'événements réels qui ont marqué nos ancêtres si profondément qu'ils ont été transmis de génération en génération pendant des millénaires. Et le mythe des géants est le plus universel de tous les mythes humains. Plus universel même que le mythe du déluge, qui se retrouve pourtant dans presque toutes les cultures. Les géants apparaissent partout, sur tous les continents, dans toutes les traditions, sous des noms différents, mais avec des caractéristiques remarquablement similaires. Ils étaient grands, parfois colossalement grands. Ils étaient forts, capables de prouesses physiques impossibles pour les humains ordinaires. Ils étaient anciens, présents sur Terre bien avant l'arrivée de l'humanité moderne. Et ils ont disparu, généralement à la suite d'un cataclysme ou d'une guerre contre les humains ou les dieux. Cette universalité ne peut pas être une coïncidence. Des peuples qui n'ont jamais eu de contact entre eux, séparés par des océans et des millénaires, ne peuvent pas avoir inventé indépendamment la même histoire avec les mêmes détails, à moins que cette histoire ne soit vraie, à moins qu'ils aient tous conservé le souvenir d'êtres réels qui ont vraiment existé. Examinons maintenant ces traditions une par une, en commençant par celle qui nous est peut-être la plus familière, la tradition biblique. Dans le livre de la Genèse, chapitre 6, nous trouvons l'un des passages les plus mystérieux et les plus controversés de toute la Bible. Il y est écrit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. De cette union naquirent les Néphilim, des géants qui furent les héros de l'ancien temps, des hommes de renom. Ce passage a fait couler des flots d'encre théologique. Qui étaient ces fils de Dieu ? Certains exégètes les identifient comme des anges déchus, d'autres comme les descendants de Seth, le fils vertueux d'Adam, d'autres encore comme des êtres venus d'ailleurs, une interprétation qui rejoint les théories des anciens astronautes. Mais quelle que soit l'interprétation que l'on privilégie, un fait demeure incontestable. Le texte biblique affirme explicitement que des géants ont existé. Le mot hébreu « néphilim » dérive de la racine naphal, qui signifie tomber, ce qui suggère soit des êtres tombés du ciel, soit des êtres qui faisaient tomber les autres par leur force terrifiante. Et les néphilim ne sont pas les seuls géants mentionnés dans la Bible. Nous trouvons aussi les Réphaïm, les Hémim, les Amzoumim et les Anakim. Chacun de ces peuples géants occupait une région différente du Proche-Orient ancien. Et chacun fut progressivement exterminé par les Israélites lors de leur conquête de la terre promise. Le plus célèbre de ces géants est bien sûr Goliath, le champion philistin que le jeune David terrassa d'un coup de fronde. Selon le texte biblique, Goliath mesurait 6 coudées et une palme, soit environ 2,90 m selon les estimations les plus conservatrices, et peut-être jusqu'à 3,30 m selon d'autres calculs. Il portait une armure de bronze pesant 5000 cycles, soit environ 57 kg, et la hampe de sa lance était comme le cylindre d'un métier à tisser.
Goliath n'était pas une exception. Il avait des frères, également décrits comme des géants. L'un d'eux, selon le 2e livre de Samuel, avait 6 doigts à chaque main et 6 orteils à chaque pied. Une caractéristique anatomique appelée polydactylie qui apparaît régulièrement dans les descriptions des géants à travers les cultures. Ce détail de la polydactylie est particulièrement intéressant car il se retrouve dans des traditions totalement indépendantes de la Bible. Les Amérindiens du sud-ouest américain décrivaient leurs géants ancestraux comme ayant 6 doigts. Les légendes basques parlent également de géants à 6 doigts. Les traditions indiennes mentionnent des rakshasas polydactyles. Comment des cultures aussi éloignées les unes des autres auraient-elles pu inventer indépendamment ce même détail anatomique spécifique ? La réponse la plus simple est qu'elles ne l'ont pas inventé. Elles l'ont observé. Elles ont décrit ce qu'elles voyaient. Des êtres réels avec des caractéristiques physiques distinctives, qui incluaient parfois des doigts supplémentaires. Mais quittons maintenant le Proche-Orient pour nous tourner vers une autre grande tradition, celle de la Grèce antique. Les Grecs avaient non pas une, mais plusieurs races de géants dans leur mythologie. Il y avait d'abord les Titans, les premiers dieux qui régnaient sur l'univers, avant d'être renversés par Zeus et les Olympiens. Les Titans étaient des êtres d'une taille et d'une puissance colossale, capables de soulever des montagnes et de façonner des continents. Leur guerre contre les Olympiens, la titanomachie, fut un conflit d'une violence inouïe qui ébranla les fondements mêmes du cosmos. Il y avait ensuite les géants proprement dits, les gigantes, nés du sang d'Ouranos lorsque Cronos le castra. Ces êtres monstrueux, souvent décrits avec des jambes de serpent, se rebellèrent contre les Olympiens dans un conflit appelé la gigantomachie. Cette guerre fut si terrible qu'il fallut l'intervention d'un héros mortel, Héraclès, pour que les dieux l'emportent finalement. Il y avait enfin les cyclopes, ces géants à un seul œil qui forgeaient les foudres de Zeus dans les profondeurs de l'Etna. Et les hécatonchires, les 100 bras, des êtres encore plus terrifiants avec 50 têtes et 100 mains chacun. Toutes ces créatures étaient décrites comme antérieures à l'humanité actuelle, comme appartenant à un âge plus ancien du monde où les forces en jeu étaient bien plus puissantes qu'aujourd'hui. Hésiode, dans sa Théogonie, décrit une succession d'âges, de l'âge d'or à l'âge de fer, chacun marqué par une diminution progressive de la taille, de la force et de la longévité des êtres vivants. Cette notion d'une dégénérescence progressive, d'un monde qui rétrécit et s'affaiblit au fil du temps, se retrouve dans de nombreuses traditions. Les hindous parlent des 4 yugas, des âges cosmiques au cours desquels l'humanité passe progressivement de la perfection à la décadence. Les Mayas avaient une vision similaire de cycles cosmiques successifs. Les traditions nordiques évoquaient un âge des géants qui précéda l'âge des hommes. Partout, le même schéma. Les géants d'abord, les humains ensuite, une transition violente entre les deux, et une mémoire collective de ce qui existait avant. Tournons-nous maintenant vers les traditions amérindiennes, car elles offrent des témoignages particulièrement détaillés et corroborés par des découvertes archéologiques. Nous avons déjà mentionné les Sitekar des légendes Paiutes, ces géants roux découverts dans la grotte de Lovelock. Mais les Paiutes n'étaient pas les seuls à parler de géants. Pratiquement chaque tribu amérindienne avait ses propres récits. Les Choctaws de l'Oklahoma parlaient en des Nahulo, une race de géants blancs qui habitèrent la région avant l'arrivée des ancêtres indiens. Ces géants étaient des cannibales redoutables qui terrorisaient les populations locales. Une grande guerre finit par les exterminer, mais leurs ossements furent longtemps visibles dans les tumulus de la région. Les Comanches racontèrent des histoires similaires sur les Muas, des géants qui vivaient dans les montagnes et qui dévoraient les humains ordinaires. Les Navajos parlaient des Yéhi, des êtres géants qui furent les premiers habitants de leur terre sacrée. Les Ojibwés évoquaient les Wendigo, des géants cannibales d'une cruauté sans limite. Ce qui frappe dans ces traditions amérindiennes, c'est leur concordance avec les découvertes archéologiques. Les régions où les géants étaient supposés avoir vécu selon les légendes sont précisément celles où des squelettes de grande taille ont été découverts dans les tumulus. Les caractéristiques physiques décrites dans les traditions
notamment les cheveux roux et la grande stature, correspondent aux restes trouvés à Lovelock et ailleurs. Les méthodes d'extermination décrites, souvent par le feu ou l'enfumage, correspondent aux traces de combustion retrouvées sur certains sites. Les traditions amérindiennes n'étaient pas des inventions. Elles étaient de l'histoire orale, transmises avec une fidélité remarquable pendant des siècles, voire des millénaires. Et les Amérindiens ne se contentaient pas de parler des géants. Ils les vénéraient parfois, ou du moins reconnaissaient leur puissance passée. Certains tumulus semblent avoir été construits pour commémorer les géants vaincus, peut-être pour apaiser leurs esprits ou pour marquer les lieux de leur sépulture. D'autres sites présentent des pétroglyphes représentant des êtres humanoïdes de taille considérablement supérieure aux autres figures, suggérant que les artistes avaient une conscience claire de la différence de stature entre les géants et les humains ordinaires. Passons maintenant aux traditions de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe celtique et nordique. Les Irlandais avaient les Fommoirs, une race de géants difformes qui habitaient l'Irlande avant l'arrivée des Tuatha Dé Danann, les tribus de la déesse Dana. Les Fommoirs étaient des êtres marins, souvent décrits avec un seul œil, un seul bras ou une seule jambe, des créatures du chaos primitif que les dieux civilisateurs durent combattre et vaincre. Les Gallois parlaient des Sévri, des géants qui peuplèrent leur terre avant les Celtes. Le plus célèbre de ces géants gallois était Bandigeidfran, Bran le Béni, dont la tête coupée fut enterrée sous la tour de Londres pour protéger l'île des invasions. Selon la légende, tant que la tête de Bran repose là où elle fut enterrée, aucun envahisseur ne peut conquérir la Bretagne. Les Basques, ce peuple mystérieux dont l'origine reste inconnue et dont la langue ne ressemble à aucune autre en Europe, avaient une mythologie particulièrement riche en géants. Les Gentilhacs étaient des géants païens qui construisirent les dolmens et les cromlechs qui parsèment le pays basque. Quand le christianisme arriva, les Gentilhacs comprirent que leur temps était révolu. Selon la légende, ils creusèrent leur propre tombe et s'y enterrèrent vivants, laissant leurs monuments comme seul témoignage de leur existence. Cette histoire des Gentilhacs est particulièrement poignante, car elle suggère non pas une extermination violente des géants, mais une disparition volontaire, une reconnaissance que le monde avait changé et qu'il n'y avait plus de place pour eux. C'est un mythe de transition, de passage d'un âge à un autre, d'un type d'être à un autre. Les traditions nordiques, elles, plaçaient les géants au cœur même de leur cosmogonie. Ymir, le premier être vivant, était un géant dont le corps fut utilisé par Odin et ses frères pour créer le monde. Sa chair devint la terre, son sang devint les océans, ses os devinrent les montagnes, son crâne devint le ciel. Les descendants d'Ymir, les Jötnar, continuèrent à exister dans les régions périphériques du cosmos, à Jotunheim, le monde des géants. Ces êtres n'étaient pas nécessairement mauvais. Certains étaient sages et bienveillants. D'autres étaient les ennemis mortels des dieux. Mais tous représentèrent les forces primitives de la nature, le chaos et la puissance brute que les dieux ordonnateurs devaient canaliser et maîtriser. Et selon les prophéties nordiques, les géants reviendront. Au Ragnarök, le crépuscule des dieux, les forces du chaos se déchaîneront une dernière fois. Les géants de glace marcheront sur Asgard. Le loup Fenrir dévorera le soleil. Le serpent Jormungandr sortira des océans. Et le monde sera détruit avant de renaître, purifié, pour un nouveau cycle. Cette vision cyclique du temps, où les géants appartiennent à la fois au passé le plus lointain et au futur le plus terrible, est caractéristique des traditions nordiques. Elle suggère que l'histoire se répète, que ce qui a été sera à nouveau, et que les géants ne sont pas vraiment partis, ils attendent. Mais les traditions européennes et proches orientales ne sont pas les seules à parler de géants. Les traditions asiatiques sont tout aussi riches. En Inde, les textes védiques et puraniques regorgent de références à des êtres géants. Les Daitya et les Danavas étaient des races de géants qui s'opposaient aux Devas, les dieux célestes. Les Rakshasas étaient des ogres géants dotés de pouvoirs magiques redoutables. Les Asuras, parfois traduits comme démons, étaient souvent décrits comme des êtres de taille colossale. Le Mahabharata, cette épopée monumentale qui raconte la grande guerre des Bharatas, décrit des combats entre des héros dont certains possédèrent des caractéristiques surhumaines,
notamment une taille bien supérieure à la normale. Bhima, l'un des 5 frères Pandava, était décrit comme un géant d'une force prodigieuse, capable de tuer des éléphants à main nue et de pulvériser des armées entières. En Chine, les chroniques anciennes mentionnent des races de géants qui auraient habité les régions montagneuses avant d'être repoussés par les ancêtres des Chinois modernes, le Shan Haijing, le classique des montagnes et des mers, décrit des peuples géants vivant aux confins du monde connu, des êtres parfois bienveillants, parfois terrifiants. Au Japon, les Oni étaient des démons géants au teint rouge ou bleu, armés de massues de fer et dotés de cornes. Bien que généralement présentés comme des êtres maléfiques dans le folklore populaire, certaines traditions les considéraient comme les gardiens des montagnes et des forêts, des forces naturelles qu'il fallait apaiser plutôt que combattre. En Polynésie, les traditions parlent de Maui, le héros culturel, comme d'un être de taille variable mais souvent gigantesque. Les statues monumentales de l'île de Pâques, les Moai, auraient été érigées par des géants ou pour commémorer des géants ancestraux. Les légendes hawaïennes évoquent pour les Menehunes, des êtres parfois décrits comme des nains, parfois comme des géants, qui construisirent les anciennes structures de pierre de l'archipel en une seule nuit. Et en Afrique, les traditions ne sont pas moins riches. Les Hottentots d'Afrique du Sud parlaient des Watusi, des géants qui habitèrent la région avant leur arrivée. Les traditions Dogon du Mali évoquent des êtres venus d'ailleurs, les Nomos, souvent décrits comme de grande taille. Les légendes berbères du Maghreb mentionnent des races de géants qui auraient construit les monuments mégalithiques de la région avant de disparaître dans les sables du désert. Ce tour d'horizon mondial pourrait se poursuivre indéfiniment. Chaque culture, chaque peuple, chaque tradition a ses géants. Les noms changent, les détails varient, mais le noyau reste le même. Des êtres de grande taille, une époque ancienne, une disparition mystérieuse. Quelle est la probabilité que tous ces peuples séparés par des océans et des millénaires, sans aucun contact les uns avec les autres, aient inventé exactement la même histoire? La probabilité est essentiellement nulle. La seule explication cohérente est que ces traditions préservent le souvenir d'une réalité commune, d'êtres qui ont véritablement existé et dont la mémoire a été transmise de génération en génération. Mais alors, pourquoi cette mémoire universelle est-elle traitée aujourd'hui comme un simple folklore, comme des contes de fées pour enfants crédules? Pourquoi les institutions du savoir refusent-elles de prendre ces traditions au sérieux, de les considérer comme des sources historiques valides? La réponse est inconfortable mais simple, parce que prendre ces traditions au sérieux obligerait à remettre en question tout ce que nous pensons savoir sur l'histoire humaine. Parce que cela obligerait à admettre que nos ancêtres n'étaient pas des primitifs superstitieux, mais des témoins fiables d'une réalité que nous avons oubliée. Parce que cela obligerait à rouvrir des dossiers que certains préfèrent garder fermés. Les mythes ne sont peut-être pas des inventions. Peut-être sont-ils des souvenirs déformés par le temps, embellis par l'imagination, mais fondés sur des observations réelles. Et si tel est le cas, alors les géants ne sont pas des créatures de légende, ce sont nos ancêtres oubliés, ou peut-être nos prédécesseurs, les habitants de cette planète avant que nous n'arrivions. Et leur disparition, loin d'être un mythe réconfortant, devient alors un avertissement, un rappel que même les plus puissants peuvent tomber, que même les civilisations les plus avancées peuvent s'effondrer, que même les géants peuvent disparaître. La question qui reste est celle-ci. Qu'est-ce qui les a fait disparaître? Et pourrions-nous connaître le même sort? Nous avons maintenant examiné 3 catégories de preuves. Les artefacts physiques, les ossements et les outils surdimensionnés découverts aux 4 coins du monde. Les données scientifiques et géologiques, les traces d'environnements anciens qui auraient pu favoriser le gigantisme, les empreintes fossilisées inexplicables, les anomalies qui défient la chronologie officielle. Et enfin les traditions humaines, cette mémoire collective universelle qui parle d'un temps où les géants marchaient sur la Terre. Chacune de ces catégories de preuves, prises isolément, pourrait être contestée. Les ossements ont disparu, dira-t-on. Les données géologiques sont sujettes à interprétation. Les mythes ne sont que des histoires, mais prises ensemble, ces preuves forment un faisceau convergent qui pointe vers une conclusion inévitable.
Quelque chose s'est passé dans notre passé lointain. Quelque chose que nous avons oublié ou qu'on nous a fait oublier. Si nous avons les pierres impossibles de Baalbek, les squelettes documentés puis disparus, les outils trop grands pour des mains humaines, les empreintes fossilisées de pas géants, les traces d'érosion qui suggèrent une antiquité bien plus grande que ce qui est admis, et les traditions unanimes de tous les peuples de la Terre, alors l'image qui se forme est radicalement différente de celle qu'on nous enseigne. Cette image est celle d'une humanité qui n'est pas seule dans l'histoire de cette planète. D'autres êtres intelligents nous ont précédés, des êtres plus grands, plus forts, peut-être plus avancés technologiquement. Des êtres qui ont laissé des traces monumentales de leur passage, des traces que nous attribuons aujourd'hui à nos propres ancêtres par manque d'imagination ou par refus d'accepter l'évidence. Mais cette image soulève des questions vertigineuses, des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse définitive, mais que nous devons avoir le courage de poser. Première question. D'où venaient ces géants ? Étaient-ils le produit d'une évolution parallèle à la nôtre, une branche distincte de l'arbre de la vie, qui aurait prospéré dans des conditions environnementales différentes ? Était-il le résultat d'une manipulation génétique, comme le suggèrent certaines interprétations des textes sumériens sur les Anunnaki ? Était-il venu d'ailleurs, d'une autre planète ou d'une autre dimension, comme le proposent les théories les plus audacieuses ? Ou était-il simplement ce que nous aurions pu devenir si les circonstances avaient été différentes ? Chacune de ces hypothèses a ses partisans et ses détracteurs. Aucune ne peut être prouvée avec certitude dans l'état actuel de nos connaissances. Mais toutes méritent d'être explorées plutôt que d'être balayées d'un revers de main par ceux qui ont décidé une fois pour toutes ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Deuxième question. Pourquoi ont-ils disparu ? Les traditions du monde entier s'accordent sur un point. Les géants ne sont plus là. Ils ont été vaincus, exterminés, ou ils se sont retirés volontairement du monde des hommes. Mais les causes exactes de cette disparition varient selon les récits. Certaines traditions parlent de guerre, de conflits entre les géants et les humains ordinaires, ou entre les géants et des puissances divines. La gigantomachie des Grecs, les guerres des Néphilim dans les textes apocryphes, les batailles entre les dieux et les titans, les affrontements entre les Paiutes et les Citékas. Partout, le même thème. Les géants furent vaincus par des adversaires plus petits mais plus nombreux, ou bénéficiant d'une aide surnaturelle. D'autres traditions parlent de cataclysmes naturels. Le déluge biblique est explicitement présenté comme une purge divine destinée à éliminer la corruption apportée par les Néphilim. Les traditions grecques parle du déluge de Deucalion, qui mit fin à l'âge des héros. Les traditions amérindiennes évoquent sur des inondations, des incendies, des tremblements de terre qui transformèrent le monde et éliminèrent les anciennes races. Ces récits de cataclysmes correspondent remarquablement aux données géologiques sur la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Cette période fut marquée par des bouleversements climatiques majeurs, par la montée rapide des eaux océaniques, par des extinctions massives qui éliminèrent la mégafaune du Pléistocène. Les mammouths, les mastodontes, les tigres à dents de sabre, les paresseux géants, tous disparurent en quelques siècles, victimes d'un changement environnemental brutal. Et si les géants humanoïdes avaient subi le même sort ? Et si l'environnement qui permettait leur existence, avec son taux d'oxygène élevé, son champ magnétique puissant, sa gravité peut-être légèrement différente, s'était transformé brutalement il y a 12 000 ans. Les géants, adaptés à un monde qui n'existait plus, auraient été incapables de survivre dans le nouveau monde plus rude qui émergea des cataclysmes. Cette hypothèse expliquerait pourquoi les géants semblent avoir disparu partout en même temps. Pourquoi les traditions du monde entier, plaçant leur disparition à la même époque mythique, juste avant le début des temps historiques. Pourquoi leurs ossements se retrouvent dans des couches géologiques antérieures à l'Holocène, notre époque actuelle, mais jamais dans des couches plus récentes. Les géants n'auraient pas été vaincus par les humains. Ils auraient été vaincus par le changement, par la transformation d'un monde où ils étaient les maîtres en un monde où ils ne pouvaient plus survivre. Troisième question. Pourquoi cette vérité a-t-elle été supprimée ? Nous avons déjà évoqué quelques raisons possibles. La protection du paradigme évolutionniste.
les intérêts institutionnels, la peur de remettre en question des certitudes établies. Mais il y a peut-être une raison plus profonde, plus inquiétante. La vérité sur les géants nous confronte à notre propre mortalité en tant qu'espèce. Si les géants, avec toute leur puissance et leur avancement, ont pu disparaître, alors nous le pouvons aussi. Si un changement environnemental a pu balayer une race d'êtres supérieurs, alors un changement similaire pourrait nous balayer également. Cette pensée est insupportable pour la plupart des gens. Nous aimons nous croire immortels. Au moins collectivement, nous aimons penser que l'humanité durera toujours, que notre civilisation est le point culminant de l'histoire, que nous sommes trop intelligents, trop avancés, trop adaptables pour connaître le sort des espèces disparues. Les géants nous rappellent que nous nous trompons, que nous ne sommes pas exceptionnels, que nous ne sommes qu'un chapitre de plus dans l'histoire de cette planète, un chapitre qui aura lui aussi une fin. Peut-être est-ce pour cela que leur mémoire a été effacée. Non pas parce que leur existence menaçait telle ou telle théorie scientifique, mais parce qu'elle menaçait notre illusion de permanence. Notre conviction rassurante que demain ressemblera à aujourd'hui et qu'après-demain ressemblera à demain. Les géants nous disent que rien n'est éternel, que tout ce qui a un commencement a aussi une fin, que les maîtres d'hier sont les fossiles de demain. Et c'est peut-être le message le plus important que nous pouvons tirer de cette exploration. Non pas que les géants ont existé, bien que cela soit fascinant en soi. Non pas que leur existence a été supprimée, bien que cela soit scandaleux, mais que leur destin est un miroir de notre possible avenir. 4e question. Y a-t-il des survivants ? Cette question peut sembler folle, mais elle mérite d'être posée. Si les géants ont existé en grand nombre pendant des millénaires, est-il possible que certains en aient survécu au cataclysme qui élimina la majorité d'entre eux ? Est-il possible que des poches de population aient persisté dans des régions isolées, des montagnes reculées, des vallées inaccessibles ? Les traditions du monde entier suggèrent que oui. Le Yéti de l'Himalaya, le Sasquatch de l'Amérique du Nord, l'Almasty du Caucase, le Yeren de Chine, le Yowie d'Australie. Toutes ces créatures légendaires sont décrites comme des êtres humanoïdes de grande taille, couverts de poils, vivant dans les régions les plus sauvages et les plus inhospitalières de la planète. Les scientifiques officiels balaient ces témoignages comme des hallucinations, des confusions avec des ours, ou des canulars purs et simples. Mais les témoignages s'accumulent depuis des siècles. Des personnes de tous horizons, de toute culture, de tout niveau d'éducation, rapportent avoir vu ces créatures. Des empreintes de pas géantes sont régulièrement découvertes, des enregistrements audio capturent des vocalisations inexplicables. Des images floues mais troublantes apparaissent de temps en temps. Et si ces créatures n'étaient-elles pas des animaux inconnus, mais les derniers survivants d'une race ancienne, les descendants dégénérés des géants d'autrefois, réduits à se cacher dans les forêts et les montagnes pour échapper à l'humanité triomphante. Les vestiges vivants d'un monde perdu. Cette hypothèse expliquerait pourquoi ces êtres semblent si intelligents, si prudents, si habiles à éviter tout contact avec les humains. Ils auraient appris, au fil des millénaires, que les humains sont dangereux, que la rencontre avec notre espèce signifie la mort, que le seul espoir de survie est de rester caché, invisible, oublié. Elle expliquerait aussi la ressemblance entre ces êtres et les descriptions anciennes des géants. Les mêmes caractéristiques physiques, la même association avec les régions sauvages, la même aura de mystère et de terreur. Bien sûr, tout cela reste spéculatif. Nous n'avons pas de preuve définitive que le Sasquatch ou le Yéti existent réellement, encore moins qu'ils sont les descendants des géants antiques. Mais l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. Et dans un monde où tant de choses ont été cachées, supprimées, niées, nous devrions peut-être être plus prudents avant de rejeter catégoriquement ce qui semble impossible. 5e question. Et maintenant, que faisons-nous ? Cette exploration nous a amenés très loin des certitudes confortables de la science officielle. Nous avons vu des preuves troublantes, des témoignages convergents, des traditions universelles. Nous avons vu comment ces preuves ont été systématiquement supprimées, ignorées, ridiculisées. Nous avons posé des questions auxquelles personne ne veut répondre,
Mais la connaissance sans action est stérile. Que pouvons-nous faire, en tant qu'individus, face à ce mur de déni et de dissimulation? D'abord, nous pouvons refuser d'accepter les versions officielles sans les questionner. Nous pouvons cultiver un scepticisme sain, non pas envers les preuves alternatives, mais envers les autorités qui prétendent détenir la vérité absolue. Nous pouvons nous rappeler que la science est une méthode de recherche, pas un dogme immuable, et que les vérités d'aujourd'hui sont souvent les erreurs de demain. Ensuite, nous pouvons chercher par nous-mêmes. Les archives sont là, pour qui veut bien les consulter. Les journaux du 19e siècle sont numérisés et accessibles. Les rapports archéologiques oubliés dorment dans les bibliothèques universitaires. Les traditions orales sont encore vivantes dans les communautés qui les ont préservées. Quiconque veut vraiment savoir peut trouver des réponses, ou du moins des indices. Nous pouvons aussi parler, partager ce que nous apprenons, briser le silence qui entoure ces sujets. Chaque conversation est une fissure dans le mur du déni. Chaque question posée est un pas vers la vérité. Chaque personne qui commence à douter des versions officielles est une victoire contre ceux qui veulent contrôler le récit. Et enfin, nous pouvons rester humbles. Nous ne savons pas tout. Nous ne saurons peut-être jamais tout. Les mystères du passé sont profonds et nos outils pour les sonder sont limités. Mais cette humilité ne doit pas nous paralyser. Elle doit au contraire nous motiver à chercher, à questionner, à explorer. Car voyez-vous, la vérité sur les géants n'est pas seulement une curiosité historique. C'est une clé pour comprendre qui nous sommes vraiment, d'où nous venons vraiment et ce qui nous attend vraiment. C'est une pièce du puzzle de notre existence. Une pièce que quelqu'un a délibérément cachée mais qui refuse de disparaître complètement. Les géants sont peut-être morts, mais leur mémoire persiste, dans les légendes que nous racontons à nos enfants, dans les monuments impossibles qui défient nos explications, dans les ossements qui dorment dans les caves des musées, attendant d'être redécouverts, dans les traditions des peuples qui n'ont jamais oublié. Et peut-être, juste peut-être, dans les forêts profondes et les montagnes reculées où quelque chose de grand et d'ancien continue de vivre, de regarder, d'attendre. Le temps est venu de rassembler les fils de cette exploration, de tirer les conclusions qui s'imposent et de laisser ces réflexions nous accompagner dans le silence de la nuit. Nous avons commencé ce voyage avec une question simple. Les géants ont-ils vraiment existé? Après avoir examiné les preuves physiques, les données scientifiques et les traditions humaines, nous pouvons affirmer avec une confiance raisonnable que oui, quelque chose de colossal a habité cette planète avant nous. Les squelettes découverts au 19e siècle et au début du 20e siècle n'étaient pas des canulars. Ils étaient réels, documentés par des professionnels qualifiés, mesurés avec précision, photographiés dans certains cas. Leur disparition systématique ne peut pas être le fruit du hasard. Elle suggère une politique délibérée de suppression, motivée par des raisons que nous ne pouvons que deviner. Les monuments mégalithiques du monde entier témoignent de capacités de construction qui dépassent ce que nous attribuons aux peuples anciens. Les pierres de Baalbek, les murs de Sacsayhuaman, les statues de l'île de Pâques, tout cela parle d'une puissance et d'une technologie qui ne cadrent pas avec l'image de primitifs luttant pour survivre avec des outils de pierre. Et les traditions, ces fils dorés de mémoire qui relient tous les peuples de la Terre, racontent qu'à la même histoire encore et encore. Il y avait des géants autrefois. Ils étaient puissants, redoutables, parfois terrifiants, et ils ont disparu, emportés par des cataclysmes ou vaincus par des adversaires plus petits mais plus rusés. La convergence de ces preuves est trop forte pour être ignorée. Quelque chose s'est passé. Quelqu'un a existé. Et quelqu'un d'autre a décidé que nous ne devions pas le savoir. Mais la vérité a cette qualité remarquable qu'elle finit toujours par émerger. Les caves des musées peuvent être scellées, mais les rumeurs filtrent. Les archives peuvent être classifiées, mais des copies survivent. Les témoins peuvent être réduits au silence, mais leurs récits sont transmis. Et un jour, tôt ou tard, le mur de mensonges s'effondre et la lumière entre. Nous vivons peut-être à l'aube de ce jour. L'ère d'Internet a démocratisé l'accès à l'information. Les chercheurs indépendants peuvent partager leurs découvertes sans passer par les gardiens officiels du savoir. Les questions interdites peuvent être posées dans des espaces que les autorités ne contrôlent pas. Et de plus en plus de gens commencent à se demander si on leur a menti.
Car voyez-vous, le vrai scandale n'est pas que les géants aient existé. Le vrai scandale est qu'on nous l'ait caché, qu'on nous ait privés d'une partie de notre histoire, qu'on ait décidé à notre place ce que nous avions le droit de savoir et ce qui devait rester dans l'ombre. Cette arrogance des institutions, cette conviction qu'elles savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, c'est peut-être cela le véritable ennemi. Plus encore que les géants oubliés, c'est notre propre crédulité, notre tendance à accepter sans question ce que les autorités nous disent, qui nous maintient dans l'ignorance. Mais cette ignorance n'est pas une fatalité. Nous pouvons choisir de savoir. Nous pouvons choisir de chercher. Nous pouvons choisir de questionner. Et chaque fois que nous faisons ce choix, nous affaiblissons un peu le pouvoir de ceux qui veulent nous garder dans l'obscurité. Les géants de la Genèse ne sont pas qu'un mystère archéologique. Ils sont un symbole. Le symbole de tout ce qui nous a été caché, de tout ce que nous avons oublié, de tout ce que nous pourrions redécouvrir si seulement nous osions regarder au-delà des limites qu'on nous a imposées. Et peut-être que le plus grand des géants n'est pas un être de chair et de sang enfoui sous des mètres de terre. Peut-être que le plus grand des géants est la vérité elle-même, cette force colossale qui dort sous les sédiments de mensonges accumulés pendant des siècles, attendant le moment de se réveiller et de se dresser de nouveau. Si vous avez apprécié ce voyage dans les profondeurs de notre passé oublié, si ces réflexions ont éveillé en vous des questions que vous n'aviez jamais posées, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à partager cette exploration avec ceux qui, comme vous, refusent d'accepter les réponses toutes faites. Laissez un commentaire avec vos propres découvertes, vos propres questions, vos propres doutes. Car la recherche de la vérité n'est pas une aventure solitaire, c'est un voyage collectif où chaque contribution compte, où chaque perspective éclaire un aspect différent du mystère. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines explorations. Car ce que nous avons effleuré ce soir n'est que la surface. Il y a tant d'autres mystères à explorer, tant d'autres vérités cachées à exhumer, tant d'autres questions à poser. Et maintenant, alors que cette exploration touche à sa fin, laissez-moi vous laisser avec une dernière réflexion. Nous marchons sur une terre ancienne, bien plus ancienne que nous ne l'imaginons. Sous nos pieds dorment les traces de civilisations oubliées, de races éteintes, de mondes disparus. Nous croyons être les premiers, mais nous ne sommes peut-être que les derniers. Nous croyons être les plus grands, mais des êtres bien plus grands nous ont précédés. Et dans cette conscience de notre petitesse, il y a paradoxalement une forme de grandeur. La grandeur de chercher à savoir, malgré les obstacles. La grandeur de questionner, malgré les moqueries. La grandeur de se souvenir, malgré ceux qui voudraient nous faire oublier. Les géants sont tombés, mais leur mémoire persiste, portée par ceux qui refusent d'oublier. Et aussi longtemps que nous nous souviendrons, aussi longtemps que nous chercherons, aussi longtemps que nous questionnerons, les géants ne seront pas vraiment morts. Ils vivront dans nos questions, dans notre curiosité, dans notre refus d'accepter les limites imposées à notre connaissance. Et peut-être qu'un jour, quand la vérité aura finalement émergé, quand les caves des musées auront été ouvertes et les archives déclassifiées, nous comprendrons enfin qui étaient vraiment ces êtres colossaux qui marchaient sur notre terre avant nous. Nous comprendrons pourquoi ils ont disparu. Et nous comprendrons ce que leur histoire nous enseigne sur notre propre avenir. En attendant ce jour, restons vigilants, restons curieux, restons ouverts à l'impossible. Car dans un monde où les géants ont vraiment existé, tout ce que nous croyons savoir n'est peut-être qu'une ombre de la vérité. Le passé est un pays étranger, disait l'écrivain, mais c'est aussi un pays peuplé de géants. Et ces géants nous attendent, patients et silencieux, dans les replis du temps, prêts à nous révéler leurs secrets. Il suffit de vouloir les voir, il suffit d'oser regarder. La nuit est profonde et les mystères sont anciens. Laissez ces pensées vous accompagner dans votre sommeil, laissez-les infuser dans vos rêves. Et demain, quand le soleil se lèvera sur un monde qui semble si ordinaire, rappelez-vous que sous la surface de cette normalité se cachent des merveilles et des terreurs que nous commençons à peine à entrevoir. Les géants étaient réels, leur mémoire a été supprimée,
Mais la vérité ne peut pas être enterrée pour toujours. Elle attend, elle aussi, son moment pour se lever de nouveau. Et ce moment approche. Bonne nuit, chers explorateurs de l'impossible. Et n'oubliez jamais de regarder au-delà des apparences. Car c'est là, dans l'ombre des certitudes officielles, que se cachent les plus grandes vérités.